Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait les contes d'Hans Christian Andersen. C'est notre premier live sur ce recueil de contes. Je suis très très heureux de vous revenir avec cette première lecture de 2026. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo. Il s'y trouvera des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction et d'aller directement à la lecture, à l'endroit qui vous intéresse. D'ailleurs, je change de setup. C'est vrai que habituellement en début de live, je suis sur ce setup-ci. On va parler quelques toutes petites minutes avant de se lancer dans la lecture. Je suis toujours dans cette logique que j'avais adoptée avec la lecture du Grand Maul en fin d'année dernière, c'est-à-dire plutôt aller vers des lives plus courts, plus condensés, où je fais peut-être un peu moins de pauses dans ma lecture et où je vais plus à l'essentiel, on va dire, donc à la lecture en elle-même. Toujours petite intro et outro forcément, mais je vais essayer de limiter un maximum les pauses. Comme ça, je peux faire des lives qui durent entre 30 minutes et 1 heure et demie, plutôt que entre 1 h 15 et 2 heures, parce que c'était à peu près ça auparavant. Ce qui fait que, du coup, je peux plus facilement glisser ça dans mon emploi du temps. Donc voilà, là c'est le premier live de lecture de l'année 2026, en ce 28 février 2026. On a déjà fait quand même quelques lives depuis le début de l'année sur le jeu Little Nightmares 3. Si ça vous intéresse, les trois opus sont disponibles en playlist sur ma chaîne. On a fait aussi le live du Nouvel An avec les sorties culturelles de 2026 qui m'intéressaient. Cette année, je ne sais pas encore exactement quelle sera ma cadence de live, quels seront les projets live. Je peux d'ores et déjà vous dire toutefois que nous allons lire les contes d'Andersen d'une manière un peu particulière. En effet, comme c'est un recueil quand même de 400 pages environ, euh, et que c'est un texte qui se découpe particulièrement bien, puisque en 400 pages, il y a des dizaines de contes, eh bien j'ai décidé qu'on allait faire peut-être 2, 3, 4, 5 lectures, je sais pas, il faut qu'on teste en fait, mais en tout cas plusieurs lives, plusieurs sessions de lecture sur les contes d'Andersen, et une fois qu'on aura un petit peu picoré, eh bien on se laissera pour aller sur une autre lecture, certainement Erec et Enid. Donc là, c'est traduction, adaptation du vieux français par André Marie de l'œuvre de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, si vous ne le savez pas, célèbre pour notamment ses romans de la légende arthurienne. Donc voilà, on ira sur la légende arthurienne un peu plus tard dans l'année, dans pas très longtemps d'ailleurs, puisque comme je vous le disais, les contes d'Andersen, on va le picorer par petites doses, par petites sessions. Donc là, tel que je l'imagine, je pense qu'on va se faire entre 3 et 5 sessions des contes d'Andersen, donc 3 à 5 semaines. Ensuite, on passera sur Erek et Enid. Je vois que je perds ma voix, ce qui n'est pas cool pour un live de lecture. J'espère que ça va bien se passer. Ensuite, on partira sur Erek et Enid, deux chrétiens de Troyes. Et ensuite, on partira à nouveau sur les contes d'Andersen, avant de partir, je pense. Je sais pas si ça sera tout de suite à la suite ou si ça sera pour plus tard dans l'année. Mais cette année, j'aimerais qu'on lise l'Odyssée d'Homère. Ça fait des années que j'ai lu l'Iliade et que j'ai dit que je lirais l'Odyssée. Il est temps d'honorer ma promesse, n'est-ce pas? Voilou voilou. Je pense avoir fait à peu près le tour. Oui, il faut que je boive. Il faut que je boive parce que là, je sens que ma voix, elle dérape. En tout cas, je vous invite à vous installer, comme d'habitude. Je l'espère, à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et d'ailleurs, c'est marrant, je commence à comprendre. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, mais je comprenais évidemment, mais disons que c'était loin de moi. Les personnes qui me regardent quand ils sont, par exemple, dans leur trajet pour aller au travail ou quand ils font du sport, etc., etc. Et c'est vrai que là, faire la route à pied pour mon taf tous les jours, j'ai un peu fait le tour de regarder la rue. Donc, je commence de plus en plus à avoir envie de me choper un casque ou quoi que ce soit pour m'écouter des podcasts ou que sais-je. Je pense surtout de la musique, mais bref, je comprends le fait de vouloir un peu combler ces moments
proche du vide, quoi. Enfin, en bref. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'imaginais concernant les lectures de cette année. Est-ce que j'envisage d'autres lives? Je pense que oui. Je pense que à peu près au milieu d'année, il y aura un peu le live, typique de, mes lectures récentes en gros, où on reviendra un peu sur mon avis général sur les dernières lectures que j'aurais fait en live avec vous, mais également les lectures que j'aurais fait en off de mon côté. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, avec la traduction, qui traduit ça par, la fraternité de l'anneau, si je dis pas de bêtises, plutôt que la communauté de l'anneau. Pour le moment d'ailleurs, spoiler, je sur-méga kiffe et je ne m'attendais vraiment pas à sur-méga kiffer. Donc ouais, bonne surprise pour moi là, la lecture du Seigneur des Anneaux, très bonne surprise. Mais bon, je vous en reparlerai en détail, vraisemblablement dans une émission milieu d'année, je pense. Et puis sinon sur d'autres, choses, d'autres contenus live, je suis pas certain, j'y ai pas réfléchi de manière très, très sérieuse. J'ai plutôt envie, je pense, de me mettre sur d'autres projets en off, dont je viendrai certainement à vous parler un jour en live. Mais, je pense que, ouais, ce sera plutôt des choses dans l'ombre pour le moment. Même si m'a caressé l'esprit, il n'y a pas si longtemps, de refaire un live Les mots portent. J'avais fait un Les mots portent sur l'amour et sur le bonheur et donc j'aurais bien continué, dans l'ordre alphabétique avec la colère. J'aurais bien fait un Les mots portent la colère. C'était un thème qui m'intéressait, de m'intéresser, ouais, de me plonger un peu dans, qu'est-ce que c'est la colère? Donc ouais, je ça peut me botter. Après, il y a tellement de choses qui peuvent me botter à faire en live en réalité, mais voilà, je vous en parle parce que je sais que ça, j'ai vraiment failli le faire il y a peut-être 1 ou 2 semaines et que du coup, c'est possible que je finisse par le faire. Hem, Sinon, question jeu vidéo, on a fait Little Nightmares 3. Moi, j'attends pas spécialement d'autres jeux vidéo. Il y a plein de jeux qui peuvent être cool, ça, il y a aucun souci, mais est-ce que je les attends? Est-ce que j'ai particulièrement envie de les faire à foison? Et est-ce que je les ferai en live? Ça, ce sont des questions un peu sans réponse. C'est pas exclu qu'il y ait d'autres lives de gaming dans l'année. On n'a toujours pas de nouvelles de The Wolf Among Us 2, qui est censé toujours sortir un jour. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. Si ça arrivait, je pense que je le ferai en live, étant donné qu'on a déjà fait le premier opus en live et que j'avais adoré ça. Et sinon, c'est vrai que Petite Chacha m'avait parlé de Reanimal, je ne sais pas comment le prononcer, qui est, par les mêmes développeurs, par le même boîte d'édition plutôt. Je sais pas d'ailleurs si développeur et boîte d'édition, c'est la même chose. Je sais pas si les mots peuvent se confondre exactement, mais bon bref. Boîte de dev, bref. Par les personnes qui ont fait, Little Nightmares. Du premier et deuxième Little Nightmares, oui, parce que c'est vrai que sur le troisième, il y a eu des changements. Auquel cas, il est possible que je vienne là-dessus en live, mais pareil, les images m'ont un peu moins botté, perso, que Little Nightmares. C'est pas un truc que comment dire? Que j'attends avec un énorme enthousiasme. Enfin, il est déjà sorti, hein, je pourrais le faire là, maintenant. Mais je ne sais pas encore si j'ai la giga hype de m'y mettre. Pour le moment, il est plus dans la case. Ok, je sais que ça existe, peut-être que je m'y intéresserai à un moment. Donc ouais, faudra qu'on jette un œil plus averti là-dessus. Et du coup, coucou secrétaire, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Ma foi, j'ai bien parlé. J'ai bien parlé dans cette introduction, plus que ce que je n'aurais cru. Je vous propose de se lancer dans la lecture des contes d'Andersen. Je ferai peut-être une pause, et encore, c'est pas sûr, ça dépendra du temps que je mets à lire. Ce qui est certain, c'est que je vais vous lire aujourd'hui le conte qui a pour titre Le Briquet, le conte qui a pour titre... Alors, il y a un conte qui fait que 2 pages. La princesse au petit pois, qui est quand même un conte ultra connu d'Andersen pour le coup. Et Les fleurs de la petite Ida. Voilà les contes que je m'apprêtais à vous lire aujourd'hui. Non, je ne vous lirai pas La petite Ondine.
qui est en fait la petite sirène, n'est-ce pas? Je ne vous lirai pas La Petite Sirène, L'inébranlable Soldat de plomb, Le vilain petit canard, La Reine des neiges, La petite fille aux allumettes, qui sont, je pense, certainement les contes les plus renommés d'Andersen. Mais bon, ça arrivera dans des lives futurs. J'ai essayé de trouver une édition intégrale. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai commandé ça en occasion sur Recyclivre, un site que j'utilise de plus en plus, qui est bien sympa, je trouve. Et du coup, ouais, j'ai vraiment essayé à fond de trouver la version la plus intégrale possible. J'ai pas trouvé. D'ailleurs, le descriptif sur le site, quand je l'ai acheté, laissait entendre que c'était peut-être l'intégrale. Alors du coup, j'ai cru que j'aurais l'intégrale, et puis quand j'ai reçu, définitivement, c'était pas l'intégrale, malheureusement. Si je ne dis pas de bêtises, Andersen, il a écrit, je crois, un truc du style 270 contes, un truc comme ça. Attendez, j'aime pas balancer des infos au pif. On va regarder. On va regarder. Mais du coup, Hans Christian Andersen, auteur danois, il me semble qu'on n'a encore jamais fait d'auteur danois en live. Et du coup, alors là, ouais, j'aimerais retrouver ses comptes, voilà. Et du coup, on est sur un bonhomme du 19e siècle qui a écrit 156 contes. Ah, je me suis mélangé avec les frères Grimm sûrement. Il a écrit 156 contes et histoires dont le style, la concision et l'inspiration originale lui ont valu une gloire immédiate dans de nombreux pays. Voilà, voilà. J'aurais trop aimé pouvoir lire tous ces contes. Mais bon, peut-être dans un futur. Peut-être dans un futur. En tout cas, merci Zikael de nous rejoindre, et merci pour ton 73e mois d'abonnement. C'est un abonnement incroyable. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Normalement, l'édition au livre de poche de la prépa scientifique 2022 est toujours éditée. Ah, donc vous pouvez retrouver la même édition que la mienne a priori. Et je crois qu'il n'y a que la Pléiade qui est intégrale aujourd'hui, mais bon, c'est la Pléiade. Ok, ok, ok. Ouais, non, j'en ai trouvé une, il me semble, et encore, je suis même plus sûr. Je suis même plus sûr que j'en ai trouvé une d'intégrale. Non, bah non, sinon je l'aurais prise. Non, 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 j'ai pas trouvé d'intégrale. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai hésité d'ailleurs à vous lire les contes de Grimm, puisqu'on a déjà lu les contes de Perrault. Donc, n'hésitez pas, pareil, à rechercher la playlist sur ma chaîne. Et si on lisait, je pense que j'ai dû mettre les contes de Perrault. Bref, ça se retrouve assez facilement sur ma chaîne. Et on enchaîne avec Andersen. Enfin, on enchaîne. Quelques années plus tard, Andersen nous arrive. J'espère peut-être un jour vous lire les contes de Grimm. Mais pareil, trouver une intégrale des contes de Grimm, c'est avéré un peu compliqué également. Donc, à voir dans le futur. Et puis, on a beaucoup de lectures. Au final, il y a un moment où j'étais un peu à court de lecture, où je savais plus trop ce que j'allais lire en live, etc. Au final, maintenant, j'ai une liste longue comme le bras, et il y a plein plein de choses qui me tentent. Donc, le truc, c'est ça, c'est que je fais une énorme liste qui me qui m'intéresse, qui m'interpelle, où je me dis: «Ah tiens, peut-être ça un jour». Et après, parmi cette liste, et aussi parfois, d'autres suggestions qui me viennent entre-temps, mais il y a des œuvres où vraiment j'ai un flash de: «Ah OK, là, ça, j'ai envie de lire ça maintenant». Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est pour ça souvent que je prévois 2, 3 lectures à l'avance, parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de lectures que ça prévu, mais je préfère suivre aussi mon mon feeling du moment, et me dire: «Ah tiens, là j'ai envie d'aller retourner sur tel auteur, j'ai envie de découvrir tel auteur», et cetera, et cetera. Ouais, faudrait que je me renseigne plus en détail. J'ai découvert qu'il y avait un auteur russe, Afanasiev, qui pareil a fait des contes. Ah, je connais pas du tout pour le coup. Je pense que vraiment les 3 pontes, les 3 piliers des contes, c'est quand même Perrault, Andersen et Grimm. Je pense que après ça devient beaucoup moins connu, même s'il y en a d'autres, et que c'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt envie, du coup, dans un premier temps, d'aller sur les plus connus. Éventuellement, pourquoi ne pas poursuivre à l'occasion sur autre chose.
On a déjà fait par exemple les contes nocturnes de Hoffmann, si ma mémoire est bonne. Et puis on a déjà fait d'autres lectures en vrai qui se rapprochent vachement du conte. Enfin ouais, de toute façon on a déjà fait d'autres contes déjà. Bref, fouillez sur ma chaîne, parce que là, de toute façon, on arrive, je crois, à un truc du style 85 œuvres lues en live. Je me demande si c'est les bons chiffres, j'ai l'impression que c'est trop, mais je crois que c'est bien ça. Bref, vous avez de quoi fouiner et de quoi trouver votre bonheur. Je me tais, parce que là j'ai beaucoup trop parlé dans cette intro. On se lance dans la lecture. Et je vais vous lire dans un premier temps le briquet. Je pense enchaîner avec la princesse au petit pois. Et peut-être même avec les fleurs de la petite Ida si vraiment je vois que peu de temps est passé. Je vais faire un peu au feeling encore une fois, à savoir s'il y aura une pause ou non. Mais s'il y a une pause, ce sera une seule et assez courte. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes, que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. Merci de me suivre, secrétaire petite chacha Zikael, en live, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure pour la pause ou la fin du live. Les contes d'Hans Christian Andersen. Le briquet. Il vint un soldat qui marchait au pas cadencé sur la route. Une, deux, une, deux. Il avait son sac d'ordonnances sur le dos et un sabre à son côté, car il avait été à la guerre et il rentrait chez lui. Et il rencontra une vieille sorcière sur la route. Elle était affreuse. Sa lèvre inférieure lui pendait jusque sur la poitrine. Elle dit : « Bonsoir, soldat. Comme tu as un grand sac et un beau sabre, tu es un vrai soldat. Tu vas avoir autant d'argent que tu voudras. » « Merci, vieille sorcière, dit le soldat. « Vois-tu ce grand arbre ? Dit la sorcière, montrant l'arbre qui était près d'eux. Il est tout à fait creux en dedans. Tu grimperas au sommet, tu verras un trou, dans lequel tu pourras te laisser glisser au fond de l'arbre. Je t'attacherai une corde autour de la taille, afin de pouvoir te remonter, quand tu m'appelleras. » « Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ? Demanda le soldat. « Tu rapporteras de l'argent, dit la sorcière. Sache que lorsque tu seras descendu, tu seras dans un grand couloir qui est très clair, car plus de 100 lampes y brûlent. Et tu verras 3 portes. Tu pourras les ouvrir, la clé est dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras au milieu du plancher une grande caisse. Un chien est assis dessus. Il a des yeux grands comme des tasses à thé, mais ne te soucie pas de ça. Je te donne mon tablier bleu à carreaux, tu l'étendras sur le parquet. Puis, va prendre hardiment le chien, pose-le sur mon tablier, ouvre la caisse et prends autant de pièces que tu voudras. Elles sont toutes en cuivre. Mais si tu préfères de l'argent, tu iras dans la chambre suivante. Là est assis un chien qui a des yeux grands comme des roues de moulin. Mais ne te soucie pas de ça. Pose-le sur mon tablier et prends de l'argent. Et si tu veux avoir de l'or, tu peux aussi en avoir, et autant que tu pourras emporter, en allant dans la 3e chambre. Seulement le chien qui est assis là sur la caisse a 2 yeux qui sont grands chacun comme une tour ronde. C'est un vrai chien, tu peux me croire, mais ne te soucie pas du tout de ça. Pose-le simplement sur mon tablier, il ne te fera rien, et prends dans la caisse autant d'or que tu voudras. « Ce n'est pas mauvais, ça, dit le soldat. Mais qu'est-ce que je te donnerai, vieille sorcière ? Car tu veux avoir aussi quelque chose, je suppose. » « Non, je ne veux pas avoir un sou, dit la sorcière. Tu prendras seulement pour moi un vieux briquet, que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue là. » « Eh bien, mets-moi la corde autour de la taille, dit le soldat. La voici, dit la sorcière, et voilà mon tablier à carreaux bleus. Et le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa tomber dans le trou, et se trouva, comme l'avait dit la sorcière, dans le grand couloir où brûlaient des centaines de lampes. Il ouvrit alors la première porte. Aïe, le chien était assis là, et le fixait avec des yeux grands comme des tasses à thé. « Tu es un bon garçon, dit le soldat. Il le posa sur le tablier de la sorcière et prit autant de pièces de cuivre que sa poche pouvait en contenir, puis ferma la caisse, remit le chien en place et entra dans la 2e chambre. « Ouh,
Là était assis le chien aux yeux grands comme des roues de moulin. Tu ne devrais pas tant me regarder, dit le soldat. Tu pourrais en avoir mal aux yeux. Et il posa le chien sur le tablier de la sorcière, mais lorsqu'il vit les nombreuses pièces d'argent dans la caisse, il jeta bien vite toute la monnaie de cuivre qu'il avait et remplit sa poche et son sac avec l'argent seul. Et il entra dans la troisième chambre. Non, c'était affreux. Le chien y avait réellement des yeux grands comme des tours rondes, et il lui tournait dans la tête comme des roues. Bonsoir, dit le soldat, et il porta la main à son képi, car il n'avait jamais vu un chien pareil. Mais lorsqu'il l'eut un peu regardé, il se dit que c'était assez. Il le descendit sur le plancher et ouvrit la caisse. Non, sapristi, quelle quantité d'or! Il pourrait acheter avec ça tout Copenhague, et les cochons en sucre des pâtissières, tous les soldats de plomb, les fouets et les chevaux à bascule du monde. Oui, c'était une richesse. Alors le soldat jeta bien vite toutes les pièces d'argent dont il avait rempli ses poches et son sac, et prit de l'or à la place. Toutes ses poches, le sac, le képi et les chaussures furent remplis, si bien qu'il pouvait à peine marcher. Ah, il en avait de l'argent. Il remit le chien sur la caisse, ferma la porte, et cria dans le tronc d'arbre. Remonte-moi maintenant, vieille sorcière. As-tu le briquet? Demanda la sorcière. C'est vrai, dit le soldat. Je l'avais oublié. Et il alla le prendre. La sorcière le remonta, et il fut de nouveau sur la route, les poches, le sac, les souliers et le képi, plein de pièces d'or. Qu'est-ce que tu veux faire de ton briquet? Demanda le soldat. Ça ne te regarde pas, dit la sorcière. Tu as de l'argent maintenant. Donne-moi seulement le briquet. Ta, dit le soldat. Veux-tu me dire tout de suite ce que tu veux en faire, ou bien je tire mon sabre et je te coupe la tête? Non, dit la sorcière, et le soldat lui coupa la tête. Elle était par terre tout de son long. Mais il serra tout l'argent dans son tablier, qu'il mit comme un paquet sur son dos, fourra le briquet dans sa poche, et alla droit à la ville. C'était une belle ville, et il descendit dans la plus belle auberge, demanda les plus belles chambres et les plats qu'il aimait le mieux, car maintenant il était riche, puisqu'il avait tant d'argent. Le garçon, qui devait cirer ses souliers, trouvait bien qu'un monsieur si riche avait de drôles de vieux souliers, mais le soldat ne s'en était pas encore acheté de neufs. Le lendemain, il eut des souliers pour marcher et des vêtements superbes. Il était devenu un monsieur élégant, et on lui parla de tout ce qu'il y avait de beau dans la ville, et du roi, et on lui dit combien était gracieuse la princesse, fille du roi. Où peut-on la voir? Demanda le soldat. On ne peut pas du tout la voir, répondait-on toujours. Elle habite un grand château de cuivre avec tant de murs et de tours. Nul autre que le roi n'a ses entrées libres chez elle, parce qu'il a été prédit qu'elle épousera un simple soldat, et le roi ne veut pas de ça. Je voudrais bien la voir, se dit le soldat, mais c'était tout à fait impossible. Et il vécut gaiement, alla au théâtre, roula en voiture dans les jardins du roi, donna aux pauvres beaucoup d'argent, très gentiment. Il savait bien par ses souvenirs d'autrefois combien les pauvres ont de peine à posséder quelques sous. Il était riche et bien habillé. Il eut alors de nombreux amis qui disaient tous qu'il était un charmant homme et un vrai gentilhomme. Et cela lui faisait plaisir. Mais comme il dépensait de l'argent tous les jours et n'en gagnait pas du tout, il finit par n'avoir plus que 2 skillings et dut quitter les belles chambres qu'il avait habitées et aller loger dans une toute petite pièce sous le toit, brosser lui-même ses souliers, les rapiécer avec l'aiguille à repriser, et aucun de ses amis ne vint le voir parce qu'il y avait trop d'étages à monter. C'était un soir tout à fait sombre, et il ne pouvait même pas s'acheter une chandelle, quand il se rappela qu'il y avait un petit bout de chandelle avec le briquet qu'il avait pris dans l'arbre creux où la sorcière l'avait aidé à descendre. Il sortit le briquet et le bout de chandelle, mais aussitôt qu'il eut battu le briquet et fait jaillir des étincelles du silex, la porte s'ouvrit brusquement, et le chien, qui avait des yeux grands comme des tasses à thé, et qu'il avait vu au fond de l'arbre, fut devant lui et dit « Qu'ordonne mon maître ?» « Qu'est-ce que c'est ?» dit le soldat. « Voilà un drôle de briquet, si je peux avoir ainsi ce que je veux. »« Procure-moi de l'argent, » dit-il au chien. Et houp, le voilà parti, et houp, le voilà revenu, et il tient dans sa gueule une bourse pleine de billons. Le soldat savait désormais quel délicieux briquet c'était. S'il le battait une fois, arrivait le chien qui était assis sur la caisse aux pièces de cuivre. S'il le battait 2 fois, arrivait celui qui avait la monnaie d'argent.
Et s'il le battait 3 fois, arrivait celui qui avait l'or. Le soldat retourna dans ses belles chambres, mit ses bons vêtements, et ses amis le reconnurent tout de suite, et ils eurent beaucoup d'affection pour lui. Et il se dit un jour, c'est tout de même drôle que l'on ne puisse pas voir la princesse. Il paraît qu'elle est charmante à ce qu'ils disent tous. Mais à quoi bon, si elle doit indéfiniment rester dans le grand château de cuivre aux nombreuses tours? Est-ce que je ne peux absolument pas la voir? Où est mon briquet? Et il battit le briquet et houp! Le chien aux yeux grands comme des tasses à thé fut là. C'est vrai qu'on est au milieu de la nuit, dit le soldat, mais je voudrais tant voir la princesse, rien qu'un instant. Le chien fut aussitôt dehors, et avant que le soldat eût le temps d'y penser, il le vit de retour avec la princesse. Elle était couchée sur le dos du chien, et dormait, et elle était si gracieuse que chacun pouvait voir que c'était une vraie princesse. Le soldat ne put pas y tenir, ni s'empêcher de lui donner un baiser, car il était un vrai soldat. Le chien courut ramener la princesse, mais lorsque vint le matin, comme le roi et la reine lui offraient le thé, la princesse dit qu'elle avait eu cette nuit un rêve singulier, où il y avait un chien et un soldat. Elle avait chevauché sur le chien, et le soldat lui avait donné un baiser. Voilà vraiment une belle histoire, dit la reine. Une des vieilles dames de la cour dut alors veiller près du lit de la princesse pour voir si c'était réellement un rêve ou savoir ce que c'était. Le soldat éprouvait un terrible désir de revoir la gracieuse princesse, et le chien revint la nuit, la prit et courut de toutes ses forces. Mais la vieille dame de la cour mit des bottes hautes et courut aussi vite derrière lui. Et lorsqu'elle les vit disparaître dans une grande maison, elle se dit « Je sais maintenant où c'est ». Et avec un morceau de craie, elle traça une grande croix sur la porte. Puis elle rentra se coucher, et le chien revint aussi avec la princesse. Mais lorsqu'il vit qu'une croix était tracée sur la porte de la maison où habitait le soldat, il prit aussi un morceau de craie et traça des croix sur les portes des maisons de toute la ville. Et c'était malin, car la dame de la cour ne pouvait plus trouver la porte exacte lorsqu'elle portait toutes des croix. Le matin de bonne heure, le roi et la reine, la vieille dame de la cour et tous les officiers sortirent pour voir où la princesse avait été. C'est là, dit le roi, lorsqu'il vit la première porte avec une croix. Non, c'est là, mon cher ami. Pardon, non, c'est là, mon cher mari, dit la reine, qui voyait la seconde porte avec une croix. Mais en voilà une, et en voilà une, dirent-ils tous en montrant les portes où il y avait des croix. Et ils comprirent bien qu'il était inutile de chercher. Mais la reine était une femme très ingénieuse, qui savait mieux faire que de monter en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or, coupa une grande pièce de soie en morceaux et cousit une jolie petite bourse. Elle la remplit de farine de blé noir très fine, l'attacha au dos de la princesse, et lorsque ce fut fait, elle tailla un petit trou dans la bourse, de façon que la farine pût se répandre le long du chemin que suivrait la princesse. Le chien revint la nuit, prit la princesse sur son dos et courut avec elle chez le soldat qui l'aimait tant, et qui aurait voulu être prince pour en faire sa femme. Le chien ne s'aperçut pas du tout que la semoule se répandait depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat, où il grimpait le mur avec la princesse. Le matin, le roi et la reine virent bien où leur fille avait été. Ils prirent le soldat et le mirent en prison. Ouf, comme c'était sombre et lugubre. Et on lui dit « Demain, tu seras pendu ». Ce n'était pas amusant à entendre, et il avait oublié son briquet chez lui, à l'auberge. Le matin, entre les barreaux de fer de la petite fenêtre, il put voir les gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour aller le voir pendre. Il entendit les tambours et vit les soldats marcher en cadence. Tout le monde courait. Il y avait aussi un apprenti cordonnier en tablier de cuir et pantoufles qui galopait si fort qu'une de ses pantoufles sauta en l'air, droit contre le mur où le soldat regardait entre les barreaux de fer. Hé, apprenti cordonnier, ne te presse pas tant, lui dit le soldat. Il ne se passera rien avant que je sois arrivé. Mais ne veux-tu pas courir à la maison que j'habitais et me rapporter mon briquet? Tu auras 4 skillings, mais il faut prendre tes jambes à ton cou. L'apprenti cordonnier voulait bien avoir les 4 skillings et partit comme une flèche chercher le briquet, le donna au soldat et... Oui, on verra bien. En dehors de la ville était maçonné un grand gibet. Tout autour se tenaient les soldats et des centaines de milliers de gens. Le roi et la reine étaient assis sur un superbe trône en avant des juges et de tout le conseil. Le soldat était déjà sur l'échelle, mais lorsqu'on voulut lui passer la corde au cou,
Il dit que l'on permettait toujours à un condamné, avant de subir sa peine, de satisfaire un désir inoffensif. Il aurait voulu fumer une pipe, ce serait la dernière pipe qu'il fumerait en ce monde. Le roi ne voulut pas lui refuser cela, et le soldat prit son briquet et battit le briquet, un, deux, trois, et tous les chiens furent là, celui aux yeux grands comme des tasses à thé, celui aux yeux comme des roues de moulin, et celui qui avait les yeux grands comme des tours rondes. Aidez-moi maintenant à ne pas être pendu, dit le soldat. Et les chiens se précipitèrent sur les juges et tous les membres du conseil, saisirent l'un par les jambes et l'autre par le nez, et les lancèrent en l'air à plusieurs brasses de hauteur, si bien qu'en retombant, ils furent brisés en morceaux. Je ne veux pas, dit le roi, mais le plus grand chien le prit, lui et la reine, et les lança en l'air à leur tour. Alors, les soldats furent effrayés, et tout le monde s'écria Petit soldat, tu seras notre roi, et tu auras la gracieuse princesse. Et ils placèrent le soldat dans le carrosse du roi, et les trois chiens dansèrent devant et crièrent Hurrah. Et les jeunes garçons poussèrent des acclamations, et les soldats présentèrent les armes. La princesse sortit du château de cuivre et devint reine, et elle en était bien contente. Les noces durèrent 8 jours, et les chiens se mirent à table et roulèrent de grands yeux. J'enchaîne directement avec un conte supplémentaire. La princesse au petit pois. Il y avait une fois un prince qui voulait avoir une princesse, mais elle devait être une vraie princesse. Et il voyagea dans le monde entier pour en trouver une, mais toujours il y avait quelque chose à redire. Les princesses ne manquaient pas, mais étaient-elles de vraies princesses? Il ne pouvait s'en assurer tout à fait. Toujours il y avait quelque chose qui n'était pas comme il fallait. Et il rentra chez lui, tout chagrin, car il aurait voulu avoir une véritable princesse. Un soir, on eut un temps affreux, éclairs et tonnerres, pluie à torrents, c'était effrayant. On frappa à la porte de la ville, et le vieux roi alla ouvrir. C'était une princesse qui était dehors. Mais, Dieu, de quoi avait-elle l'air, avec cette pluie et ce vilain temps? L'eau lui coulait dans les cheveux et sur ses vêtements, elle lui entrait dans le nez et dans les souliers, et sortait par les talons. Et elle dit qu'elle était une véritable princesse. Bon, c'est ce que nous allons savoir, pensa la vieille reine, mais elle ne dit rien, alla dans la chambre à coucher, enleva toute la literie et déposa un petit pois au fond du lit, puis elle prit 20 matelas, les étendit par-dessus le pois, et mit encore 20 couettes de plumes d'eider par-dessus les matelas. C'est là que la princesse devait coucher la nuit. Le matin, on lui demanda comment elle avait dormi. Oh, terriblement mal, dit la princesse. Je n'ai presque pas fermé l'œil de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'ai couché sur quelque chose de dur et j'en ai le corps tout brun et bleu. C'est terrible. Alors on put voir que c'était une vraie princesse, puisqu'elle avait senti le petit pois à travers les 20 matelas et les 20 couettes de plumes. Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau si délicate. Le prince la prit donc pour femme, car il savait maintenant qu'il avait une vraie princesse, et le pois fut placé dans le cabinet des objets d'art, d'où où il est encore si personne ne l'a pris. Voyez, c'est là une vraie histoire. C'en est tout pour la princesse au petit pois. Et je prends juste une petite lampée avant d'enchaîner avec le troisième et dernier conte du jour. Les fleurs de la petite Ida. Mes pauvres fleurs sont tout à fait mortes, dit la petite Ida. Elles étaient si jolies hier soir, et maintenant toutes les feuilles pendent fanées. Pourquoi cela demanda-t-elle à l'étudiant assis sur le sofa. Car elle aimait beaucoup l'étudiant. Il savait les histoires les plus délicieuses et découpait des images si amusantes. Des chœurs où l'on voyait des petites dames qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. Voilà un agréable étudiant. Pourquoi les fleurs ont-elles si mauvaise mine aujourd'hui demanda-t-elle de nouveau, et elle lui montra un bouquet qui était complètement fané. Oui, sais-tu ce qu'elles ont dit l'étudiant. Les fleurs ont été au bal cette nuit, c'est pourquoi elles penchent la tête.
Mais les fleurs ne savent pas danser, dit la petite Ida. Si, dit l'étudiant. Quand il fait nuit et que les autres dorment, elles sautent joyeusement partout. Elles ont un bal presque toutes les nuits. Ne peut-il pas venir d'enfants à ces bals-là? Si, dit l'étudiant, de toutes petites marguerites et de petits muguets. Où dansent les plus belles fleurs? Demanda la petite Ida. N'as-tu pas été souvent devant la porte du grand château, où est le beau jardin plein de fleurs? Tu as bien vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu veux leur donner des miettes de pain. C'est là qu'il y a bal, bien sûr. J'ai été là dans le jardin hier avec maman, dit Ida, mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres, et il n'y avait pas du tout de fleurs. Où sont-elles? J'en ai tant vu cet été. Elles sont dans le château, dit l'étudiant. Aussitôt que le roi et tous les gens de la cour s'en vont à la ville, les fleurs accourent tout de suite du jardin et montent au château, et elles sont bien contentes. Je voudrais que tu vois ça. Les deux plus belles roses prennent place sur le trône, et sont ainsi roi et reine. Toutes les amarantes rouges se tiennent debout autour et s'inclinent, ce sont les gentilshommes de la chambre. Ensuite viennent toutes les plus jolies fleurs, et il y a grand bal. Les violettes bleues représentent de petits cadets de marine, et dansent avec des hyacinthes et des crocus qu'ils appellent mademoiselle. Les tulipes et les grands lys rouges sont de vieilles dames, elles veillent à ce que l'on danse convenablement, et à ce que tout se passe bien. Mais, demanda la petite Ida, n'y a-t-il personne qui gronde les fleurs parce qu'elles dansent dans le château du roi? Il n'y a personne qui sache bien ce qu'il en est, dit l'étudiant. Quelquefois, il est vrai, arrive le vieux gardien du château la nuit. Il doit tout surveiller, et il a une grosse trousse de clés. Mais aussitôt que les fleurs entendent les clés cliqueter, elles restent bien tranquilles, cachées derrière les grands rideaux, et elles avancent la tête. Je sens qu'il y a des fleurs ici, dit le vieux gardien, mais il ne peut pas les voir. C'est amusant, dit la petite Ida, et elle battit des mains. Mais est-ce que je ne pourrais pas non plus voir les fleurs? Si, dit l'étudiant. Tu n'auras qu'à penser, quand tu retourneras au jardin, à jeter un coup d'œil par la fenêtre, et tu les verras. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y avait un narcisse jaune étendu tout de son long sur le canapé. C'était une dame d'honneur. Les fleurs du jardin botanique, est-ce qu'elles peuvent aussi venir là? Peuvent-elles faire ce long chemin? Oui, bien sûr, dit l'étudiant, car elles peuvent voler quand elles veulent. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs? Ils ont presque l'air de fleurs, et ils ont aussi été des fleurs. Ils ont jailli de la tige, haut en l'air, et ont agité les feuilles, comme si c'étaient de petites ailes, et ils ont volé. Et comme ils se conduisaient bien, il leur a été permis de voler aussi dans la journée. Ils ne devaient pas revenir sur la tige pour s'y fixer immobile, et alors les feuilles sont devenues de vraies ailes. Ça, tu l'as vu toi-même. Il est d'ailleurs bien possible que les fleurs du jardin botanique n'ont jamais été au jardin du roi, et n'ont pas su que l'on s'y amuse la nuit. Aussi, je vais te dire quelque chose dont sera bien étonné le professeur de botanique qui habite à côté. Tu le connais, n'est-ce pas? Quand tu entreras dans son jardin, tu raconteras à une des fleurs qu'il y a grand bal au château. Celle-là le dira à toutes les autres, et elles s'envoleront. Si alors le professeur sort dans son jardin, il n'y aura plus une seule fleur, et il ne comprendra pas ce qu'elles sont devenues. Mais comment la fleur peut-elle le raconter aux autres? Les fleurs ne savent pas parler. Non, elles ne savent pas, répondit l'étudiant, mais elles font de la pantomime. N'as-tu pas vu? Quand le vent souffle un peu, comme les fleurs font signe de la tête et agitent toutes leurs feuilles vertes, c'est aussi clair que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprend la pantomime? Demanda Ida. Oui, bien sûr. Un matin, il est descendu dans son jardin, et il a vu une grande ortie qui faisait de la pantomime avec ses feuilles, un charmant œillet rouge. Il disait Tu es jolie et je t'aime. Mais le professeur n'aime pas ça du tout, et donna aussitôt une tape sur les feuilles de l'ortie, car ce sont ses doigts, mais ça le démangea, et depuis ce temps-là, il ne touche jamais à une ortie. C'est amusant, dit la petite Ida, et elle rit. Peut-on conter à l'enfant des histoires pareilles? Dit l'ennuyeux conseiller de chancellerie qui était venu en visite et était assis sur le canapé. Il ne pouvait pas souffrir l'étudiant et bougonnait toujours quand il le voyait découper les amusantes images comiques. Tantôt un homme pendu à une potence et tenant un cœur à la main, car c'était un voleur, il enlevait tous les cœurs. Tantôt une vieille sorcière à cheval sur un balai, qui tenait son mari sur son nez. Le conseiller ne pouvait supporter cela, et il disait comme maintenant Peut-on donner à l'enfant des idées pareilles? Ce sont des inventions stupides. Mais la petite Ida trouvait que c'était amusant, ce que l'étudiant disait de ses fleurs,
et elle y réfléchit beaucoup. Les fleurs penchaient la tête parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit. Elles étaient certainement malades. Elle les prit et alla retrouver tous ses autres jouets qui étaient sur une jolie petite table, et tout le tiroir était plein de splendeur. Dans le lit de poupée était couchée sa poupée, Sophie, qui dormait. Ida lui dit: Il faut te lever, Sophie, et te contenter du tiroir pour passer la nuit. Les pauvres fleurs sont malades, alors elles coucheront dans ton lit. Peut-être comme ça elles guériront. Et elle prit la poupée, mais celle-ci avait un air renfrogné et ne dit pas un mot, car elle était mécontente, parce qu'elle n'allait pas garder son lit. Et Ida étendit les fleurs dans le lit de poupée, tira la couverture sur elles jusqu'en haut, et dit qu'elle devait se tenir bien tranquille, et qu'elle allait leur faire du thé pour qu'elles puissent guérir et se lever demain, et elle tira étroitement les rideaux autour du petit lit, en sorte que le soleil ne pouvait pas atteindre leurs yeux. Pendant toute la soirée, elle ne put s'empêcher de penser à ce que l'étudiant lui avait raconté, et lorsqu'elle dut elle-même se mettre au lit, elle alla d'abord derrière les rideaux des fenêtres, devant lesquelles étaient les belles fleurs de sa mère, des hyacinthes, des tulipes, et elle murmura tout bas: Je sais bien que vous irez au bal cette nuit. Et les fleurs firent semblant de ne pas comprendre et ne remuèrent pas une feuille, mais la petite Ida savait ce qu'elle savait. Lorsqu'elle fut au lit, elle resta longtemps à penser combien ce serait charmant de voir les jolies fleurs danser dans le château du roi. Est-ce que vraiment les fleurs y étaient? Puis elle s'endormit. Au cours de la nuit, elle se réveilla. Elle avait rêvé des fleurs et de l'étudiant, que le conseiller rabrouait, disant qu'il donnait à l'enfant de singulières idées. Aucun bruit ne troublait la chambre à coucher où était Ida. La veilleuse brûlait sur la table, et son père et sa mère dormaient. Est-ce que mes fleurs sont dans le lit de Sophie? Se demandait-elle. Je voudrais bien le savoir. Elle se redressa un peu et regarda vers la porte qui était entrebâillée. C'est là qu'étaient les fleurs et tous ses jouets. Elle écouta, et il lui sembla entendre que l'on jouait du piano dans la pièce à côté, mais tout doucement, et plus joliment qu'elle ne l'avait jamais entendu. Sûrement toutes les fleurs dansent maintenant, dit-elle. Dieu, comme je voudrais voir ça. Mais elle n'osait se lever, car elle réveillerait son père et sa mère. Si seulement elle venait ici dans la chambre, dit-elle, mais les fleurs ne vinrent pas, et la musique continuait à jouer si joliment qu'elle ne put y résister. C'était trop charmant. Elle se glissa hors de son petit lit et alla bien doucement jusqu'à la porte, et jeta un coup d'œil. Non, comme c'était amusant ce qu'elle aperçut. Il n'y avait pas de veilleuse dans la pièce, mais il y faisait quand même tout à fait clair. La lune éclairait par la fenêtre le milieu du plancher. C'était presque comme s'il avait fait jour. Toutes les hyacinthes et les tulipes se tenaient en deux rangées sur le plancher. Il n'y en avait plus aux fenêtres. Les pots étaient vides. Toutes les fleurs dansaient sur le plancher et dansaient gentiment les unes autour des autres, faisaient la chaîne et se tenaient par leurs longues feuilles vertes lorsqu'elles tournaient en rond. Et au piano était assis un grand lys rouge, qu'Ida sûrement avait vu cet été, car elle se rappelait bien que l'étudiant avait dit: Oh, comme il ressemble à Mademoiselle Lynn! Et tout le monde s'était moqué de lui. Mais maintenant, Ida trouvait aussi que la longue fleur rougeâtre ressemblait à cette demoiselle, et avait, en jouant les mêmes gestes, et incliné sa longue figure rougeâtre tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, battant de la tête la mesure de la charmante musique. Personne ne remarquait la petite Ida. Et voici qu'un grand crocus bleu sauta sur la table où étaient les jouets, alla droit au lit de poupée et en écarta les rideaux. C'est là qu'étaient couchées les fleurs malades, mais elles se levèrent tout de suite et firent signe aux autres qu'elles voulaient danser aussi. Le vieux casse-noix, dont la lèvre inférieure était détachée, se leva et salua les jolies fleurs. Elles n'avaient pas du tout l'air malades, sautèrent en bas parmi les autres et s'amusèrent beaucoup. Il y eut comme un bruit d'objet qui tombait de la table. Ida regarda de ce côté. C'était la verge de carême qui s'élançait. Il lui semblait qu'elle faisait partie des fleurs, elle aussi. Elle était d'ailleurs aussi très gentille, et dans le haut se trouvait une petite poupée de cire qui avait sur la tête un large chapeau semblable à celui que portait le conseiller. La verge de carême sautilla sur ses trois jambes de bois rouge au milieu des fleurs, et tapa des pieds très fort, car elle dansait la mazurka. C'était une danse que les autres fleurs ne pouvaient pas danser, parce qu'elles étaient légères et ne pouvaient taper du pied. La poupée de cire de la verge de carême devint soudain grande et longue, tournoya au-dessus des fleurs en papier et dit à voix haute: Peut-on donner à l'enfant des idées pareilles? Ce sont des inventions stupides.
Et alors, la poupée de cire ressembla tout à fait au conseiller, avec son grand chapeau. Elle eut l'air aussi jaune et renfrognée. Mais les feuilles en papier lui donnèrent des coups sur ses jambes maigres, et elle se raccourcit de nouveau et redevint une toute petite poupée de cire. C'était amusant à voir. La petite Ida ne put s'empêcher de rire. La Vierge de Carême continuait à danser, et le conseiller dut danser avec elle. Rien n'y faisait, soit qu'il fût grand et long, ou qu'il devint la petite poupée de cire jaune au grand chapeau noir. Mais les autres fleurs la prièrent de cesser, surtout celle qui avait couché dans le lit de poupée, et elle s'arrêta. Des coups assez forts furent frappés à ce moment dans le tiroir où Sophie, la poupée d'Ida, se trouvait avec beaucoup d'autres jouets. Le casse-noix courut au bord de la table, s'étendit sur le ventre et parvint à tirer un peu le tiroir. Sophie se leva et regarda autour d'elle avec étonnement. Il y a bal ici, dit-elle. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit? Veux-tu danser avec moi? Dit le casse-noix. Ah oui, tu es un beau danseur, dit-elle, et elle lui tourna le dos. Puis elle s'assit sur le tiroir et se dit qu'une des fleurs viendrait bien l'inviter. Mais aucune ne vint, et elle se mit à tousser. Mais aucune ne venait quand même. Le casse-noix, dansait tout seul et ne dansait pas trop mal. Comme aucune des fleurs ne semblait voir Sophie, elle se laissa tomber du tiroir sur le parquet, ce qui fit beaucoup de bruit. Aussi toutes les fleurs accoururent autour d'elle et lui demandèrent si elle s'était blessée. Et toutes furent très gentilles avec elle, surtout celle qui avait couché dans son lit. Mais elle ne s'était pas du tout blessée, et toutes les fleurs d'Ida la remercièrent pour son lit délicieux, lui témoignèrent beaucoup d'affection, la menèrent au milieu du parquet où la lune brillait, et dansèrent avec elle, et toutes les autres fleurs faisaient cercle autour. Alors Sophie fut bien contente, et elle dit qu'elle pouvait conserver son lit. Ça lui était tout à fait égal de coucher dans le tiroir. Et les fleurs dirent nous te remercions grandement, mais nous ne pouvons pas vivre si longtemps. Demain nous serons tout à fait mortes. Mais dis à la petite Ida qu'elle nous enterre dans le jardin, à l'endroit où repose le canari, et nous repousserons en été, et serons beaucoup plus belles. Non, il ne faut pas mourir, dit Sophie, et elle embrassa les fleurs. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit, et toute une foule de jolies fleurs entra en dansant. Ida ne pouvait comprendre comment elles étaient venues. C'étaient sûrement toutes les fleurs du château du roi. En tête marchaient deux roses délicieuses qui portaient de petites couronnes d'or. C'était un roi et une reine. Puis venaient des giroflées et des œillets superbes qui saluaient de tous côtés. De la musique les accompagnait, des coquelicots et des pivoines soufflaient dans des cosses de pois et en étaient tout rouges. Les campanules bleues et les petites nivéoles blanches sonnaient comme si elles avaient eu des clochettes. C'était une musique amusante. Puis venaient quantité d'autres fleurs, et toutes dansaient, les violettes bleues et les pâquerettes rouges, les marguerites et les muguets, et toutes les fleurs s'embrassaient. C'était joli à voir. Enfin, les fleurs se dirent bonne nuit, et la petite Ida se glissa aussi dans son lit, où elle rêva de tout ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle se leva le lendemain matin, elle courut bien vite à la petite table pour voir si les fleurs y étaient encore. Elle écarta les rideaux du petit lit. Oui, elles étaient toutes là, mais elles étaient tout à fait fanées, bien plus qu'hier. Sophie était dans le tiroir où elle l'avait mise et semblait très somnolente. Te rappelles-tu ce que tu devais me dire demanda la petite Ida. Mais Sophie avait l'air très bête et ne dit pas un mot. Tu n'es pas du tout gentille, dit Ida, et elles ont pourtant dansé toutes avec toi. Alors elle prit une petite boîte en papier sur laquelle étaient dessinés de jolis oiseaux, elle l'ouvrit et y déposa les fleurs mortes. Ce sera votre jolie bière, dit-elle, et lorsque les cousins norvégiens viendront ici, ils prendront part à votre enterrement dans le jardin pour que vous poussiez en été et deveniez encore beaucoup plus belle. Les cousins norvégiens étaient deux garçons gaillards qui s'appelaient Jonas et Adolphe. Leur père leur avait fait cadeau à chacun d'une arbalète, et ils avaient apporté leurs armes pour les montrer à Ida. Elle leur raconta l'histoire des fleurs qui étaient mortes, et ils durent les enterrer. Les deux garçons marchaient devant, l'arc sur l'épaule, et la petite Ida derrière avec les fleurs mortes dans la jolie boîte. Une petite tombe fut creusée dans le jardin. Ida embrassa d'abord les fleurs, puis plaça la boîte dans la terre. Et Adolphe et Jonas tirèrent avec leurs arcs par-dessus la tombe, car ils n'avaient pas de fusil ni de canon. Et c'est la fin de
du conte Les fleurs de la petite Ida. Ce sera donc également la fin de la lecture pour aujourd'hui. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. Je suis grave intéressé par cette lecture, je crois. Coucou Nordom, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je crois que je suis grave intéressé par cette lecture parce qu'elle m'a remémoré un truc. Enfin, je le savais parce que j'y avais même déjà pensé avant le live, à vrai dire. C'était un truc dont je pensais parler en live. Mais ça m'a remémoré, enfin, ça m'a fait un peu peut-être comprendre à quel point, pourquoi il y avait ces débats-là à tel point. Je sais que durant mes études, peut-être mes cours au collège, hein, il y a eu un moment dans mes études, un truc, en cours de français, qui parlait beaucoup de, on va dire, la différente manière d'appréhender les contes. Et apparemment, ça a été un débat, mais ça a été un débat, je pense, j'en ai déjà parlé en live d'ailleurs, mais ça a été un débat pendant des années et des années, des décennies, voire peut-être des siècles, entre des tas de penseurs, voire même voilà, des philosophes qui se penchaient sur la question, etc. euh, de savoir qu'est-ce qu'on raconte aux enfants. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Est-ce que les contes peuvent simplement être des contes un peu merveilleux euh, et considérés par certains un peu, entre guillemets, bébêtes, parce que fantaisistes, parce que un peu absurdes, sans sens, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut qu'on délivre aux enfants des contes avec des morales, des contes éducatifs en quelque sorte, des œuvres qui apprennent quelque chose. Donc ça, c'est des débats qu'il y a eu pendant des années, des années, des années. J'ai envie de dire que c'est presque un peu un débat qu'on pourrait, en fait, qui a toujours existé sur différents médiums, un médium, des médias. Bref, qui a un peu existé dans différents domaines. C'est-à-dire que c'est aussi des discussions qui peuvent avoir eu lieu, par exemple, sur les émissions de télé, ou même, dans une certaine mesure, ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, YouTube, etc. Hum, Donc, c'est des questions qui sont ultra intéressantes, et je trouve qu'elle est d'autant plus intéressante, enfin, ces réflexions, ces souvenirs m'ont d'autant plus frappé sur la lecture d'aujourd'hui que par rapport à d'autres contes, en fait, moi je pense que j'ai plutôt eu l'habitude de lire des contes avec des morales. Je pense que j'ai plutôt eu l'habitude de lire des contes avec des morales, avec des trucs un peu qui quelque part font quand même sens, même si ça peut partir un peu dans le merveilleux, dans l'absurde. À la fin, il y a un sens. Là, je trouve que les trois contes que je viens de vous lire, il y a pas de visée morale. Enfin, on pourrait toujours déduire une sorte de moralité, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment juste un plaisir de raconter une petite histoire un peu émerveillante. Un peu émerveillante, un peu surprenante, plaisante. Là, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que Andersen, parmi les auteurs de contes que j'ai lus, j'ai l'impression serait peut-être l'auteur qui irait le plus, qui tendrait le plus vers ce côté j'écris pour que ce soit plaisant. J'écris pour que ce soit plaisant, pour que ce soit marrant, surprenant, etc. Euh, et du coup, peut-être voilà, sujet à mettre moins de leçons de morale, etc. Donc, du coup, je suis très curieux de lire davantage de contes pour voir si c'est toujours le cas déjà dans l'œuvre d'Andersen et pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne peut-être un peu ennuyeux, l'impression que ça va nulle part, entre guillemets, que ça n'a pas de but, entre guillemets, ou est-ce que au contraire, il va savoir continuer à nous zapper et à nous émerveiller
en renouvelant, ses différentes, fantaisies, j'ai envie de dire. Hem, Moi, personnellement, pour le moment en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, et en soi, d'ailleurs, je dis, enfin, voilà, tous les mots que j'emploie sont sujets à caution parce que je dis sans but, mais le but de faire une belle histoire, de faire une histoire plaisante, de faire une histoire amusante, et cetera, c'est déjà un but en soi. C'est juste que, ouais, on a peut-être l'impression de quelque chose d'un peu plus déstructuré ou en tout cas, décousu, qui, semble ne pas aller quelque part. Heu, par exemple dans le premier conte qu'on a lu, Le Briquet, je me suis dit: «Ah OK», avec le setup, avec, ce qui avait été mis en place, je me suis dit directement: «Ah OK, à la fin du conte, le soldat, il va lui arriver, quelque chose de pas bien, parce qu'il a pas parce qu'il a tué, la sorcière plutôt que lui donner son briquet». Pas du tout! Genre vraiment le mec, il décapite des sorcières. Bon après, peut-être que la figure de la sorcière est une figure vue comme maléfique et que du coup c'est bien de décapiter des sorcières, j'en sais rien, bref, dans de la perspective du truc. Mais je pense que justement il y a pas de considération de c'est bien ou c'est mal, il y a pas de considération de morale. Mais c'est vrai que du coup ça m'a bien surpris parce que je pensais vraiment voir venir ce truc de, il va y avoir un rebondissement qui fait que, il va se retrouver bien triste, d'avoir, entre guillemets «volé le briquet à la sorcière» et en fait non. En fait non, c'est bon, j'ai mon briquet, je bute tout le monde. Ça pour le coup, il y a le côté un peu, cru. J'ai même pas envie de dire cruel pour le coup, parce que je trouve pas que ça soit trop axé sur la cruauté, ça fait pas des caisses sur la cruauté, mais en tout cas, pour le coup, il y a le côté cru, dont on parle parfois, sur les contes, à dire: «Ah bah, en fait, c'est pas des histoires pour les enfants, il y a des trucs vachement violents et cetera». C'est vrai que là, il y avait un côté cru. Il y avait un côté cru avec les chiens, qui font valdinguer, des gens qui s'écrasent ensuite, et se disloquent. Ça, c'était un peu violent. Hem Et en plus d'avoir déclenché ça, le soldat, récupère en récompense la royauté, la princesse et cetera. Donc vraiment, tu te dis: «Ouais, il y a pas de morale». Il y a pas de morale, mais oui, c'est vrai qu'on a un peu ce truc-là des contes violents. Pour moi, la morale du premier conte est que vouloir tromper autrui ne peut mener qu'à sa propre perte. Bah, en fait, pour le coup, je trouve vraiment pas, quoi. Pour le coup, je trouve vraiment pas. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, c'est mon avis, mais pour moi, le conte est vraiment dénué de morale. Parce que, on aurait pu, je trouve, penser que la morale est celle-ci, jusqu'à la fin où le mec bute tout le monde et devient roi et tout ça. Enfin, je sais pas. La sorcière voulait récupérer l'argent du soldat en refusant de dire ce que fait le briquet. Ah! Oui! Alors si on le rapporte, au niveau de la sorcière, oui. Mais en fait, c'est tellement comment dire? C'est tellement pas quelque chose, je trouve, qui est appuyé par Andersen. C'est-à-dire que par exemple, la sorcière qui meurt, ça se passe en une ligne et on passe à autre chose et limite après on parle plus de la sorcière et ça part complètement sur autre chose. Ce qui me fait dire encore une fois, à mes yeux, hein, après, chacun interprétera de la façon dont il, le voudra, mais, à mes yeux, je pense qu'il y a enfin moi je vois plus l'idée de pas de morale. L'idée de: «J'ai voulu faire un conte plaisant et du coup, bah, j'ai écrit ce qui me plaisait». Je l'ai plus vu comme ça perso. Mais, ouais, c'était assez étonnant. Après bon, La Princesse au petit pois, ça c'était très, 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 très court. Enfin, La Princesse au petit pois, j'ai déjà dû le lire parce que ça me rappelle vachement quelque chose, le titre. Je crois que c'est un conte très connu. Je pense que j'avais un bouquin de contes illustrés quand j'étais enfant et je pense qu'il devait y avoir celui-ci. Mais par contre, ça m'a fait plaisir de le relire parce que du coup, je me rappelais pas du tout que c'était ça
Et bon, il est un peu plus anecdotique, mais pareil, je trouve qu'on voit vraiment le truc du plaisir du conteur, ouais, comme tu dis, secrétaire. Le truc de, il veut faire un truc plaisant. C'est juste, en fait, c'est presque raconté un peu comme une blague, quoi. Comme, il y a une situation, on crée une petite tension, entre guillemets, je vais vous donner une espèce de résolution, en mode, ah bah vous avez vu, c'est une vraie princesse, du coup. Du coup, c'est une vraie princesse parce qu'elle a mal dormi à cause d'un petit pois. Enfin, ouais. Presque formé sur la blague, je trouve, en termes de structure. Et après, du coup, les fleurs de la petite Ida, j'avais jamais lu. Et là, pour le coup, moi, ça a été très réminiscent de Alice au Pays des Merveilles, le passage avec les fleurs, qui parle, etc. Bon, là, elle parle pas, mais voilà. Et très réminiscent de... Bah, quelque part, je trouve un peu de Toy Story, même si moi j'ai jamais vu Toy Story, je vais vous choquer, mais dans l'idée des jouets qui prennent vie, tout ça, et qui font la fête la nuit et tout ça, bref. J'ai beaucoup apprécié le petit passage de dialogue entre l'étudiant et Ida. Je trouve que c'était beau, et je trouve que justement, on voit bien le plaisir du conteur, pour reprendre ton expression, on voit bien le plaisir du conteur dans ce petit dialogue, parce que comme le personnage de l'étudiant, je pense Andersen prend un plaisir à conter, en fait, à imaginer, tout simplement, à faire marcher son imagination et à, quelque part, à entretenir une sorte de joie, je trouve. Une sorte de joie. Alors, il y a le mec derrière qui est un peu rabat-joie, voilà, qui dit mais c'est pas possible de dire des bêtises pareilles, d'apprendre des bêtises pareilles à une enfant, etc. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est peut-être un commentaire direct d'Andersen sur ses discours et sur ses débats entre est-ce que les contes doivent être utiles ou non, éducatifs, etc., etc. Je pense que là, on a un peu la réponse d'Andersen presque directement avec ce dialogue. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'ultra mignon justement dans ce dialogue entre le petit étudiant et le petit étudiant, c'était ça? Entre l'étudiant et la petite Ida. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper mignon. On sent vraiment chez l'étudiant ce truc de... Ouais, de... En fait, de deux enfants qui parlent. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Ça fait un peu... ça pourrait faire un peu, par exemple, une fille et son grand frère. Ça pourrait faire un peu ça. Ou des camarades de classe. Un peu un truc comme ça, en se disant ah, mais attends, je vais te raconter une histoire. Tu te rappelles pas Enfin, tu te rappelles pas quand t'avais vu tel truc. En fait, c'était ça qui s'était passé. Et puis, en fait, la nuit, tu sais pas, mais il se passe ça. Enfin, ouais, même des histoires qu'on inventerait en cours d'école. Où une partie de nous, peut-être, sait que c'est des bullshit, mais en même temps, c'est cool à se faire dire, c'est intéressant à se faire compter. Et puis une partie de nous, à un certain âge, peut aussi se laisser complètement aller à rêver et à s'imaginer que ce soit vrai. Euh, et ouais, il y a quelque chose de très poétique là-dedans qui est vachement joli, je trouve. Euh, c'est ce dernier conte qui pour moi montre tout le génie d'Andersen, merveilleux, poétique, enchanté et onirique. On ne sait trop si Ida a rêvé ou non cet épisode du bal, mais au contraire, il montre toute l'innocence et toute la candeur de l'enfance. Oui, je suis d'accord avec toi, je me suis posé la question aussi, justement. Je me suis dit, est-ce qu'à la fin, il va sortir la carte Joker de Ida a rêvé? Mais le fait qu'il en parle pas, en fait, c'est super cool. Le fait qu'il ne tranche pas la question de est-ce qu'elle a rêvé ou non, je trouve ça très très cool. Et oui, ce sont peut-être des stupidités, mais ces stupidités nous rendent heureux. Bah voilà, c'est pour ça aussi que je dis que quelque part, c'est pas sans but, en fait. C'est pas sans objectif, c'est un plaisir. Je vois en l'étudiant Andersen un adulte encore dans le monde des enfants, rêveur et prenant plaisir à émerveiller. Ida et son public, il se laisse charmer. Bah voilà, bah je pense qu'on a réceptionné un peu, à peu près de la même manière ce conte-là, pour le coup, secrétaire. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais pas faire durer le live beaucoup plus longtemps parce que là, on va m'attendre. Je vais être en retard bientôt.
Et puis aussi parce que j'avais prévu de faire que 3 petits contes aujourd'hui. La prochaine fois, spoiler, la prochaine fois, ça sera La Petite Ondine, autrement plus connue sous le titre La Petite Sirène. Je suis ultra curieux de lire La Petite Sirène. Je ne pense pas que j'ai déjà lu La Petite Sirène et je suis ultra curieux. La Petite Sirène fait 25 pages. Ah, attendez, je regarde brièvement. 60, oui, c'est ça, 25 pages. Et aujourd'hui, je vous ai lu. Attendez. Hop. Je vous ai lu 19 pages. Bah écoutez, prochain live de lecture sur les contes d'Andersen, je vous lirai uniquement La Petite Ondine. Ce sera le seul conte du jour, je pense. Sauf si ce jour-là, il se trouve que j'ai le temps. Mais je pense que ça sera le programme du prochain live. Voilou, ce prochain live, quand est-ce qu'il aura lieu? Pour le moment, ça m'est très difficile de vous le dire. Mais il y a de plus grosses présomptions, on va dire. Il y a de plus grosses présomptions sur le jeudi 12, le jeudi 5, pardon, le jeudi 5 mars ou le dimanche 8. C'est là où il y a le plus de chances. Et sinon, de toute façon, je vous tiens au courant sur Discord, Facebook et Twitter dès que je pars en live. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tutti quanti, à me suivre sur les réseaux, bien entendu. Merci Nordum d'être passé, merci secrétaire, merci petite Chacha, merci Zikael, merci à tous et à toutes. Merci également si vous m'avez regardé sur YouTube. Et je vous dis à tout vite, je vous souhaite un bon samedi dimanche, des bisous et bye bye.